Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier cours sur YouTube du niveau de 5e pour cette année. Alors, donc nous ce qu'on va faire c'est donc le 4e cours sur ce chapitre. On va en fait s'intéresser aux difficultés à se reproduire par la reproduction sexuée. C'est-à-dire que parfois le fait qu'il y ait un mâle et une femelle qui se reproduisent par reproduction sexuée, parfois ça peut un peu coincer dans certaines conditions et du coup la reproduction sexuée peut être un certain désavantage, contrairement à ce qu'on avait vu précédemment, où alors certes ça favorise une belle diversité et donc ça permet de survivre à des conditions changeantes, mais parfois cette reproduction sexuée peut provoquer des petits soucis, ça peut coincer un petit peu. Donc pour aujourd'hui, nous ce qu'on va voir, alors j'axe surtout sur les dauphins pour aujourd'hui, mais je vais commencer par une intro aussi pour que vous compreniez un petit peu que c'est pas que les dauphins, il y a aussi plein d'autres animaux où en fait il peut y avoir quelques difficultés pour se reproduire. Alors déjà dans un premier temps, en fait la question, le fil rouge, c'est dans quelles conditions la reproduction sexuée peut être bloquée et devenir un désavantage. Donc on va regarder dans la partie petit b des perturbations pour se reproduire. Il y a deux cas différents qu'on va étudier. Dans un premier cas, je vais partir sur le manque de nourriture. Alors pour ça, il n'y a pas d'exercice ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer par rapport au document du début de cours que je vous ai fourni. Et en fait, on va partir sur l'exemple des sangliers. Et il faut savoir que dans une région de France, on a étudié un petit peu le nombre de sangliers, etc. Donc on a regardé un petit peu ça. Et en fait, donc ces sangliers, ce sont donc des mammifères qui vivent dans plein de forêts en France. Et il faut savoir que ces sangliers se nourrissent surtout de glands, donc de différentes essences d'arbres, de faines et de champignons, mais aussi de vers de terre et d'escargots. Donc ça mange plein de petites choses qu'on peut retrouver en forêt. Et l'étude a été faite dans la forêt de Chambord, qui est située ici. Donc en gros c'est le long de la Loire, hein, c'est ce qu'on appelle les châteaux de la Loire, du côté de Chambord, Tours, etc. Donc vous avez dans cette région-là, il y a une forêt. On a étudié le nombre de sangliers, puis on a analysé un petit peu comment est-ce qu'ils se comportaient en fonction d'un paramètre, c'est-à-dire qu'on étudiait un petit peu leur façon, leur capacité à se reproduire, le nombre de petits qu'ils avaient, puis s'ils se reproduisaient ou non. En fonction de la quantité de nourriture. Alors, premier truc, on a regardé l'influence des ressources alimentaires sur la fécondité, c'est-à-dire leur capacité à être capable à se reproduire. Et donc, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand il y a plein de nourriture, il y a 58% des sangliers qui s'accouplent. Donc il y a quand même il y a plus de la moitié des sangliers qui vont donc se reproduire. Et on va avoir environ sur tout cela, on va avoir grosso modo 52% des mises basses qui vont se passer. Donc on va avoir 52% d'accouchement, si vous préférez, et donc l'accouplement va se passer en novembre, et on va avoir en mars les petits qui vont naître. Maintenant, quand la nourriture est faible, on se rend compte que le pourcentage d'accouplement n'est pas à 58% mais à 45%, donc on a une diminution en termes de comportement, donc on va avoir moins de sangliers qui vont chercher à s'accoupler, et on va avoir aussi, au lieu de 52%, on va avoir simplement 42 à 43% de mise bas. Donc visiblement, le fait qu'il y ait un manque de nourriture, ça a l'air de s'impacter fortement là-dessus. Le comportement sexuel va se passer plus tard, en janvier, au lieu de novembre, et les petits vont naître en mai, à un moment où on a généralement beaucoup plus de nourriture qui va être présente. Donc il y a en fait une forme d'adaptation à tout ça. Donc en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en termes de fécondité, quand il y a moins de choses à manger pour les espèces, globalement, il y a une fécondité qui est en diminution. Ensuite, il y a une autre influence qu'on va voir très vite, l'influence des ressources alimentaires sur le nombre d'individus. Donc il y a une observation qui a été faite, il y a une période durant laquelle il y a eu beaucoup plus de nourriture à disposition des sangliers, et ce qu'on a vu pour ces années-là, quelques mois plus tard, après l'accouplement, on s'est rendu compte que les portées étaient plus grandes, c'est-à-dire qu'il y avait plus de petits marcassins qui étaient nés après ces périodes fastes, si vous préférez. Donc, déjà, la notion qu'on peut mettre en avant, c'est que la reproduction sexuée
elle va être modulée en fonction de la quantité de nourriture qui est présente. Si j'ai beaucoup de nourriture, les espèces vont pouvoir beaucoup se reproduire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se reproduire, ça demande de l'énergie. Alors attention au cliché, c'est simplement en termes d'énergie, ça veut dire fabriquer des cellules qui permettent de se reproduire. Et aussi quand le petit naît, ça va prendre de l'énergie puisqu'il va falloir lui donner, pour les mammifères notamment, et il va falloir fabriquer du lait pour que les petits puissent boire, etc. Et tout ça, ça prend de l'énergie. Ce qui fait que lorsque les adultes qui sont en âge de se reproduire sont en manque de nourriture, le peu qu'ils ont à manger, ça va leur servir pour survivre. Donc c'est pour ça que j'ai précisé sur le deuxième paragraphe, les êtres vivants se mettent alors en veille, c'est-à-dire qu'en gros ils vont faire en sorte de passer, de survivre, donc ils misent tout sur leur propre survie pour pouvoir se reproduire, mais plus tard, vu que une année c'est cyclique et on peut tomber sur une mauvaise année, et l'année d'après, il y aura peut-être plein de choses à manger et du coup on pourra se reproduire. Donc cela évite d'avoir des petits qui naîtront en plus dans un environnement où il n'y a pas assez à manger. Et ce qui fait que les petits, ils n'auront presque rien à manger, du coup, ils pourront pas manger eux-mêmes, et du coup, c'est presque sûr qu'ils meurent. Et en plus de ça, s'il n'y a pas assez à manger, les parents, ils n'auront pas non plus assez d'énergie pour prendre soin d'eux, et du coup, ils vont être, entre guillemets, des parents ingrats, ils ne pourront pas te prendre soin correctement d'eux, et les petits mourront. Donc voilà. Déjà, première chose, c'est reproduction sexuée. Il faut savoir que si les conditions ne sont pas bonnes, la reproduction sexuée ne peut pas se faire. Du coup, elle est reportée à plus tard. Ensuite, il y a un autre cas je veux étudier avec vous, où là, pour le coup, vous avez un exercice. Ce n'est pas sur le manque de nourriture, mais on va jouer un peu sur autre chose. Et notamment, ce que je vous propose de me dire, c'est quel est le rapport entre des câbles électriques et un dauphin. Là, vous n'allez pas trouver directement. Et en fait, l'idée, c'est on va étudier, on va voir qu'en fait, ces deux choses, ça peut avoir un lien, et malheureusement un lien vraiment mauvais, donc délétère, très mauvais pour le dauphin, c'est par rapport à la pollution. Et je vais vous montrer directement un extrait d'une vidéo YouTube que j'ai récupérée. Donc la chaîne YouTube s'appelle La connaissance et partager le savoir qui nous fait grandir, donc c'est un nom de chaîne YouTube qui est un peu long, mais en gros c'est un extrait d'un envoyé spécial qui était passé il y a, je pense, plus de 10 ans sur France 2. Je vous passe l'extrait tout de suite. Et l'homme. L'usine incriminée s'appelle Tredi. Première surprise, la direction ne se dérobe pas aux questions des journalistes. C'est le responsable de l'environnement qui s'y colle, Thierry Meunier. Ce hangar reçoit chaque jour des tonnes de PCB sous forme d'huile. L'huile est contenue dans ces transformateurs électriques qui partent à la casse. Ce que vous voyez là, c'est un transfo typique de nos campagnes. C'est le transfo typique d'un petit hameau suspendu avec ses crochets là ici, vous voyez, un poteau électrique, et ça distribue un pâté de maison, un groupe de ferme, voilà. Un petit modèle comme celui-ci contient facilement 200 litres de PCB. Dans le corps humain, c'est en millionième de grammes que la toxicité se mesure. Rien qu'en Occident, il a été produit 1 500 000 tonnes de ces huiles toxiques. Le PCB, c'est le produit miracle des années 50-60. C'est-à-dire en pleine expansion économique, on avait besoin de beaucoup d'énergie, donc on a fabriqué beaucoup de transformateurs, de condensateurs. On avait besoin d'une matière pas chère à produire, qui avait des caractéristiques diélectriques parfaites et qui était en particulier susceptible de ne jamais s'enflammer, donc pas de risque d'incendie. Aujourd'hui, on dépense des fortunes pour se débarrasser de ce produit miracle. L'Europe a imposé son élimination complète d'ici 2010. Pas si simple. Voilà un petit transfo qui nous arrive et qui est presque vide. Pourquoi? Je sais pas. Une fuite inaperçue quelque part en France. Il n'a pas l'air abîmé, il a l'air en parfait état, mais en fait, il manque 90% de l'huile dedans. Donc elle est partie dans la nature. Oui, on peut le croire, hein. On peut le craindre en tout cas. Hein. Seule solution, détruire les PCB, le feu. Ils sont incinérés à 1200 degrés. Pour éviter la formation de dioxine, Tredi refroidit brutalement les fumées avec de l'eau. Reste-t-il des traces de PCB dans cette eau? C'est par cette voie que le Rhône aurait été contaminé. En traitant les PCB, Tredi en aurait relâché.
Le dépollueur serait aussi pollueur. Dur à avaler pour l'entreprise, qui prétend plutôt à l'excellence et analyse continuellement ses rejets. Tiens, je t'apporte l'échantillon de ce matin. L'administration nous autorise à rejeter aujourd'hui encore quelques grammes par jour, c'est 10 grammes. Ça sera certainement moins dans les mois très proches, mais de toute façon, notre rejet est à 0 PCB. Les services de l'État confirment. Mais qui alors a bien pu polluer le Rhône sur plus de 300 km jusqu'à la Méditerranée ? Bien. Donc, je recentre un petit peu la chose. Le lien entre les deux, c'est donc la pollution avec notamment une molécule qui s'appelle le PCB. Donc le PCB, c'est ce qu'on appelle un isolant et la personne qui était interrogée l'a très bien expliqué. En gros, à l'époque, dans les années 50, un moment où on devait reconstruire certains pays après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu faire circuler l'électricité, donc beaucoup d'énergie pour revitaliser des pays, hein, même aussi aux États-Unis. Et en fait, pour pouvoir transporter l'électricité, on a des câbles et puis l'électricité, ça chauffe. Et en fait, l'intérêt du PCB, c'est que c'était un isolant qui était pas cher, qui était super. On n'avait pas vu, on n'avait pas encore le recul à l'époque sur l'impact en termes de pollution que ça pouvait avoir. Et donc, on l'avait beaucoup utilisé. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut dépolluer, donc c'est le but de cette entreprise. Après, est-ce qu'il y a eu des soucis, etc. J'en sais rien, je ne connais pas la chose, mais toujours est-il que voilà, ce qu'il faut, c'est dépolluer les PCB pour éviter que ça se retrouve dans la nature, et ça peut avoir un impact dans la nature, et notamment sur certaines espèces comme les dauphins. Donc, moi, ce que j'essaie de vous... moi, je veux vous orienter sur un truc, c'est dans certaines régions, on a vu qu'il y avait le nombre de dauphins avait tendance à baisser. Et ce qu'on essaie de voir, c'est quel est l'impact de l'homme sur la reproduction sexuée des dauphins via les PCB, via la pollution, et aussi essayer d'expliquer comment ça peut se passer. Donc, vous avez 4 documents. Pour chaque document, vous avez des petites questions et puis vous répondrez directement. C'est plutôt court, hein, il suffit d'entourer les bonnes réponses. Donc moi, ce que je vous demande pour les documents 1, 3 et 4, vu que ce sont des petits QCM, il y a des petites propositions, là vous entourez là ou alors les bonnes réponses. C'est possible que toutes les réponses pour une question soient justes. Et pour la question 2, vous faites une petite phrase, hein, c'est une analyse de document, vous me répondez directement sur votre feuille. Alors, on commence par le premier document, avec un schéma qui vous indique la concentration en PCB dans la chaîne alimentaire dans le milieu océanique. Le principe, c'est que là, vous avez en gros la base de la chaîne alimentaire avec le krill, donc ce sont des petites crevettes. Après, vous avez des plus gros poissons qui mangent le krill, après un plus gros poisson qui mange le petit poisson, un plus gros poisson qui mange le moyen poisson, et puis le dauphin qui va manger le moyen poisson. En gros, c'est ça l'histoire. Donc... ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en bas, vous voyez la quantité de PCB qui est indiquée. Et en fait, vous vous rendez compte que plus on va sur le côté, plus on va sur le sommet de la chaîne alimentaire, plus vous allez avoir donc une certaine quantité de PCB. Je dis pas tout, puisque sinon je vous donne les réponses. À partir de ce document-là, vous allez devoir me répondre à tout ça, c'est-à-dire le PCB retrouvé dans les océans, ça provient d'où ? Du volcan, de l'usine, des câbles électriques ? On verra. Ensuite, plus on monte dans la chaîne alimentaire, moins il y a de PCB. Plus il y a de PCB. Ce sera à vous de répondre. Les dauphins ont pas beaucoup de PCB dans leur corps ou alors ont beaucoup de PCB dans leur corps. On passe au document suivant. On a un schéma d'un dauphin là sur le côté où on vous dit différents éléments. Alors là c'est le cerveau, là on a le crâne, là on a les vents, donc le petit trou qui permet de respirer. Là on a les dents, on a l'œsophage. Après plus loin on va avoir l'estomac, etc. Enfin normalement vous connaissez le tube digestif, hein. Donc vous avez l'estomac, l'intestin, et après là vous avez l'anus, hein, on va faire caca. Vous avez les reins qui sont ici, et ensuite vous avez la colonne qui est là. Le pelvis, etc., les côtes, enfin bon, vous avez tout. Et aussi les poumons, hein. Je rappelle que les dauphins, ce ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Et puis là, vous avez une zone, donc sous-cutanée, sous la peau, où vous avez indiqué graisse. Et là, vous avez un zoom sur à quoi ça ressemble de la graisse quand on la regarde au microscope. Et en fait, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle des adipocytes. En gros, ce sont des cellules qui contiennent de la graisse. D'accord ? Donc c'est des stocks de graisse qui sont sous cette forme-là. Et ce que je vous dis, c'est qu'en analysant le tissu adipeux, donc la graisse, des animaux marins, on remarque qu'il y a des traces de PCB.
Et si je regarde ailleurs, dans le cerveau, dans la peau, dans les poumons, etc., j'en trouverai pas. D'où la question, le PCB des poissons et du krill qui ont été mangés, donc le poisson et le krill qui ont été mangés par les dauphins, se sont récupérés du PCB. Et la question, c'est où se retrouve le PCB qui était porté par les poissons qui ont été mangés par les dauphins, où est-ce qu'ils vont se retrouver chez le dauphin? Je vous ai un peu dit la réponse avant. Maintenant, nouvelle question, où là vous avez un schéma toujours de la conséquence, un schéma du dauphin, et en fait je vous ai entouré en fait les zones où le fait d'ingérer un petit peu les PCB, ça peut avoir un effet un peu toxique et vraiment délétère. Et en fait, vous avez un petit texte qui vous accompagne un petit peu ça, parce que si c'est entouré testicules, pénis, etc., alors là c'est dans le cas du mâle, mais il faut imaginer que c'est la même chose chez les femelles, avec ovaires, etc., etc. Donc chez les jeunes mâles, la grande concentration de PCB empêche la maturation des testicules. Donc les testicules qui sont là et qui permettent la reproduction et qui fabriquent des spermatozoïdes. Donc ça veut dire que si on a une grosse concentration de PCB, les testicules ne terminent pas leur maturation et ils ne peuvent pas fabriquer des spermatozoïdes. Ensuite, chez les femelles, ce sont les ovaires qui ne sont plus fonctionnels avec du PCB. Donc ça veut dire que testicules qui fabriquent des spermatozoïdes, ça ne fonctionne plus. Et pour les femelles, les ovaires qui fabriquent des ovules, ça ne fonctionne plus non plus lorsqu'il y a du PCB dans l'organisme. Ensuite, je vous pose des questions. Un dauphin qui est déjà adulte, qui mange des poissons où il y a plein de PCB. Ce dauphin, il lui arrive quoi? Est-ce qu'il devient stérile? Est-ce qu'il peut se reproduire? Est-ce qu'il a ses organes qui sont maintenus et a des organes ou alors qu'il a des organes qui régressent? Ensuite, les petits qui se nourrissent du lait de leur mère, mais leur maman par contre qui est bourrée de PCB. Les petits, que ce soit des mâles, des femelles, ils deviennent stériles. Ils deviennent fertiles. Donc stérile, ça veut dire je peux pas avoir d'enfants, et fertile, ça veut dire je peux avoir des enfants. Et enfin, ont leurs organes reproducteurs qui régressent. C'est-à-dire que ils ont déjà les organes qui sont présents, et puis ça se régresse. C'est comme si leurs organes s'autodétruisaient. Ensuite, dernier document, diagramme de la composition du lait de différents mammifères. Donc vous avez pour la femme, pour la vache, pour la chèvre, pour les juments et pour les ânesses, vous avez en fait les compositions relatives en termes de quantité de différentes molécules. C'est-à-dire en rouge, ce sont des protéines, en jaune, des glucides, en vert, des lipides et en bleu, du calcium. Donc vous avez ces différents éléments et vous pouvez constater que en fonction des espèces, ce sera pas... alors déjà en termes de quantité, on n'a clairement pas du tout les mêmes quantités entre la femme par exemple et puis le lait d'ânesse. On voit que le lait d'ânesse est beaucoup plus riche, sauf pour ce qui est en rond orange, c'est-à-dire pour les glucides. Mais grosso modo, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce n'est pas forcément le même élément qui est le plus important d'une espèce à l'autre. On va avoir des espèces où il y a beaucoup de calcium. Par exemple, pour le lait d'ânesse, il y a énormément de calcium. Alors que chez nous, pour le lait des femmes, on voit qu'il y a quand même moins de calcium, par exemple, que de lipides, de gras, si vous préférez. Alors, évidemment, là, on n'a pas de lait de dauphin qui est présenté. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en termes de composition, on va avoir un truc qui va être assez ressemblant, assez semblable. Voilà. Alors, j'avance. Le lait des mammifères contient... Est-ce que ça contient de l'eau ? Est-ce que ça contient des protéines, du sucre et du gras? Par déduction, le lait des dauphins, ça va contenir quoi? Du gras, du PCB. Et les jeunes qui boivent du lait ingèrent donc du PCB, du mercure, du sucre. Bien. J'avance au travail, vous me répondez à toutes ces questions, vous me complétez tout ça, et on est parti pour la correction. Bien, alors c'est reparti pour cette question-là. Donc les PCB trouvés dans les océans, ça vient d'où? Plus on monte dans la chaîne alimentaire, les dauphins, tout ça. Donc d'après ce que l'on peut voir, déjà pour commencer, on voit que les PCB, ça vient pas des usines, ça vient pas des volcans, ça vient en fait des lignes électriques avec leurs fameux transformateurs. Du coup, on peut dire que les PCB qu'on trouve dans les océans, ça vient des câbles électriques. Ensuite, plus on monte dans la chaîne alimentaire,
plus il y a de PCB. C'est-à-dire qu'en fait, dans la chaîne alimentaire, plus on monte en termes de prédation, plus on grimpe dans les échelons et plus on va concentrer en PCB, plus on va augmenter la quantité de PCB. Et enfin, les dauphins, vu qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils ont beaucoup de PCB dans leur corps. Alors attention, où ça dans le corps? C'est la question. Les PCB des poissons et du krill qui ont été ingérés, d'ailleurs il y a un S, désolé, se retrouvent dans quel tissu chez les dauphins? Ils se retrouvent, d'après le texte, ça se retrouve là-dedans, c'est-à-dire dans le gras. Et ça c'est hyper important pour la suite. Ça se concentre dans le gras. Et un dauphin adulte qui mange du poisson bourré de PCB, qu'est-ce qui va lui arriver? Et les petits qui se nourrissent du lait de leur mère plein de PCB, il va leur arriver quoi? Alors, nous ce qu'on voit, c'est que les jeunes, en gros, ils ont les testicules qui ne marchent plus, ni les ovaires, ce qui fait qu'il n'y a plus de reproduction possible. En gros, je reprends. Un jeune mâle, il va grandir, et puis au bout d'un moment, ses testicules vont se mettre à fonctionner. Sauf, et pareil pour les femelles, où les ovaires vont se mettre à fonctionner, et du coup, la reproduction est possible. Là, ce qui se passe, qui est très clairement indiqué, c'est que chez les jeunes mâles, les testicules, ils ne vont pas arriver à maturation, donc ils ne vont pas pouvoir grandir et fabriquer des spermatozoïdes, donc ils ne peuvent pas fonctionner. Ils sont présents, mais on n'arrive pas à terminer leur formation, donc ça ne marche pas. Pareil pour les ovaires, pour les femelles. Donc en fait, ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, un dauphin qui est déjà adulte et à qui on donne du PCB, ça ne va rien changer. Il va stocker dans le gras, point barre. Donc est-ce qu'il va devenir stérile? Absolument pas. Donc il peut se reproduire. Et les organes vont être maintenus. En revanche, pour les petits qui vont boire du lait, et le lait, j'aurais peut-être dû mettre l'autre document avant, mais le lait, lui, par contre, il va contenir du PCB. Donc, quand le petit va téter la maman qui est pleine de PCB, le petit va devenir stérile. Il sera incapable de se reproduire. Il ne va pas devenir fertile, ça veut dire qu'il ne va pas faire de petits, et il ne va pas avoir ses organes reproducteurs qui régressent. C'est juste que les organes sont déjà là, mais malheureusement, ils ne vont pas arriver à maturité. Donc, maintenant qu'on arrive à ça, on va essayer de comprendre la raison de pourquoi est-ce que ça ne marche pas par rapport au lait des différents mammifères. Donc le lait des mammifères, ça contient quoi? Par déduction, le lait des dauphins, il y a quoi dedans? Et les bébés dauphins, quand ils boivent du lait de leur maman, ils vont boire quoi? Alors, par rapport à mes petites compositions, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les laits, vous allez avoir des protéines, des lipides, des glucides. Pour tous. Donc vous rappelez ce que ça veut dire, protéines, lipides, c'est le gras, et glucides, ça veut dire sucre. Et forcément, le lait, c'est liquide parce qu'il y a plein d'eau. Donc c'est pour ça qu'en termes de composition, en fait, vous pouvez tout cocher. C'est-à-dire, il y a de l'eau, des protéines, du sucre et du gras. Il y a tout dans le lait des mammifères. Et comme il y a du gras dans le lait des dauphins, donc déjà, on va entourer qu'il y a du gras dans le lait des dauphins. Eh bien, rappelez-vous, le PCB, c'était dans quel type de tissu? Le PCB, ça aime bien se retrouver dans du gras, ce qui veut dire que le lait des dauphins, des mamans dauphins, va également concentrer le PCB. C'est là que on va avoir des soucis, c'est que les jeunes, quand ils vont se développer, ils vont boire finalement du PCB, et le lait, vu que ça contient aussi du sucre, il faut aussi ne pas oublier d'entourer le sucre. Donc, ça veut dire que le petit, il va ingérer le PCB et c'est ça qui va bloquer son développement, notamment des testicules et des ovaires. Et c'est pour ça qu'on va avoir des générations de petits qui, quand les parents vont être bourrés de PCB, leurs propres petits seront incapables de se reproduire parce qu'ils auront bu du lait plein de PCB et du coup, ils ne pourront pas arriver à maturité sexuelle. Et c'est à cause de ça qu'en fait, on aboutit à une génération incapable de se reproduire et les dauphins disparaissent dans certains milieux. Donc la pollution, ça peut bloquer la reproduction de certaines espèces en tuant les individus, ça c'est possible, ou sinon en les rendant stériles. Et si ils deviennent stériles, ils ne peuvent plus faire de petits à leur tour, et donc on a zéro, on n'a pas des individus tout nouveaux qui arrivent pour rester dans le milieu. Donc ce qui fait que l'espèce disparaît. Une limitation des polluants permet d'améliorer la reproduction des espèces, donc en gros si on fait attention à notre pollution, si on peut dépolluer un maximum, ça permettrait d'avoir pour la faune et la flore, c'est aussi valable pour les végétaux, aussi valable pour les champignons, ça permettrait donc de limiter un petit peu ces soucis de reproduction sexuée. Voilà, je vous remercie, c'était le dernier cours de SVT pour cette année de 5e. Alors attention, j'ai dit dernier cours, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'évaluation.
Étant donné qu'il va y avoir les bulletins du 3e trimestre qui vont être donnés, évalués, etc., je vais vous demander de faire des QCM via Internet. Je vous donnerai les liens, vous inquiétez pas, pour pouvoir faire tout ça. Ce qui sera évalué, c'est pas seulement la note, etc., c'est surtout que vous fassiez tous les QCM. Que vous ayez des difficultés, c'est pas grave, je peux le comprendre. Mais il faut faire tous les QCM que je vais vous demander de faire, en sachant que moi, de mon côté, je verrai au jour le jour, en temps réel, qui a fait le travail et quel est le résultat de chacun. Donc je verrai tout, et ce qui fait que si certains me disent « Ah, je l'ai fait et puis j'ai validé », eh bien je saurai que c'est un mensonge. Donc travaillez bien, soyez sérieux là-dessus, puisque je vais taper mes bulletins en fonction de ça. Allez, bon courage, prenez soin de vous et continuez à bien travailler. Ciao, ciao!